cette fois, on va un petit peu changer de style de vidéo. Ce n'est pas une pile à lire, c'est un avis lecture. Il s'agit en fait de mes avis lecture du Romantasy Challenge qui a été organisé par Nina Quill et qui avait lieu du 15 février au 15 avril. Oui, j'ai du retard dans mes avis lecture. Le challenge de Nina était composé de 10 catégories. Je ne vais vous chroniquer que 6 livres parce qu'en fait j'en ai déjà chroniqué 4 dans les Disney Book Challenge 2022 et dans le mois de la romance 2022, dont je vous mettrai de toute façon les 2 vidéos où vous pouvez retrouver ces avis dans la barre d'infos. Je vais vous préciser pour quelle catégorie c'était, ou si j'arrive je vous les mettrai en i si j'oublie pas. Alors le premier livre du Romantasy Challenge c'était Enemies to Lovers. Et j'y avais mis à Cotard le tome 2 en VO. Et ça fait partie des livres que j'ai chroniqués dans le Disney Book Challenge 2022. J'avais mis 20 sur 20, donc on va pas s'attarder. Vous pouvez aller voir cette vidéo. La deuxième catégorie, c'est créatures surnaturelles. Et là, j'avais mis Crescent City 2 de Sarah J. Maas, paru en VO chez Bloomsbury. La VF arrive chez De Saxus, enfin. Ça fait des mois que j'attends de pouvoir en parler avec les francophones, tellement il y a de choses à dire. Énorme coup de cœur, 20 sur 20, même 21 sur 20 pour ce tome 2. Alors, c'est un peu dur de vous en parler comme c'est un tome 2, donc on va faire le résumé du tome 1. Dans le tome 1, on suit Bryce, une jeune femme mi-humaine, mi-fée, et un soir, alors qu'elle sort en discothèque avec des amis, il va se produire un drame. Je ne vous dis pas exactement quoi, qui, comment, pourquoi. Ça fait partie des choses à découvrir, mais ça se passe dans les toutes premières pages de Crescent City 1. Pendant 2 ans, suite à ce drame, il va s'écouler 2 ans. Et un jour, un drame va se reproduire, lié à Bryce, moins proche que le précédent, mais tout de même. Et du coup, nous avons Miché, l'archange de Crescent City, du secteur de Crescent City, qui débarque à son travail avec Isaiah et Hunt Altar, 2 anges déchus, et qui demandent à Bryce de travailler avec eux afin d'élucider ces mystères. Parce qu'il ne veut pas de ça dans sa ville, il veut que sa ville elle soit carrée, nette, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a bientôt en plus un meeting qui est connecté à ce secteur de leur monde. Donc, il veut résoudre ce mystère avant ce meeting. Et pour ça, il lui donne comme partenaire et garde du corps Hunt Altar, l'ange déchu, comme je vous ai dit, qui est aussi son Umbra Mortis que tout le monde connaît. Son Umbra Mortis, l'ombre de la mort, c'est-à-dire qu'il est chargé des sales besognes de Miché, de tuer, etc. Tous les deux, leur début de relation, ça va pas être facile parce qu'ils ont chacun des a priori. Bryce, 2 ans en arrière, quand le drame a eu lieu, c'était une fêtarde. Elle aimait boire, elle aimait prendre de la drogue, bref, la vraie fêtarde. Et lui, c'est l'Umbra Mortis, il a aussi sa propre réputation. Donc leur début ne se passe pas très bien. On pourrait presque, je dis bien presque, dire qu'on parle d'un Enemies to Lovers. C'est pas tout à fait le cas parce qu'ils aiment bien se charrier. Mais voilà, le tome 1, on a cette histoire d'amour, mais c'est beaucoup plus l'univers de Crescent City. On a tout ce mystère autour du drame du tome 1 et on a des liens d'amour différents. Dans le tome 1, on a des liens d'amour, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, je ne donne pas de nom de personnage. On a des liens d'amour fraternels entre familles. On a des liens d'amour, le plus important, d'amitié entre Bryce et sa meilleure amie, qui sont vraiment très touchantes, très belles, une amitié vraiment, enfin voilà. Et on a des liens d'amour entre Hunt et Bryce, c'est pas un spoiler, c'est dans la couverture du tome 1 et même du tome 2. Voilà, là, pour le tome 2, on reprend quelques mois après. Si je me souviens bien, parce que je l'ai lu en mars, hein, c'était bien plus de 6 mois en arrière. Si je me souviens bien, on reprend 3 mois après. Hunt et Bryce continuent leur évolution, leur histoire, petit à petit. À la fin du tome 1, on avait une fin à peu près correcte, mais pour ceux qui ont lu Crescent City 1, je pense que vous avez capté qu'il y a certains personnages qui ont quand même fait une menace dans le dernier chapitre de Bryce, hein, qui lui a dit « Tiens-toi à carreau, Hunt aussi, et on vous laissera tranquille ». Donc on se doute quand même que ça va se connecter dans ce tome 2 avec ces fameux personnages qui ont dit « Vous vous tenez tranquille, sinon attention, on est là ». Dans ce tome 2, on suit toujours Bryce et Hunt. On a toujours une enquête. Parce qu'on part, j'essaie de rester vague, hein.
On va partir, alors je vous préviens, le prologue, vous n'allez rien capter. Amélie et moi, on s'est lancés, on a commencé les 3 premières phrases du prologue. On était là, on est bien dans Crescent City de Sarah J. Maas. Qui sait, comment, où, pourquoi, que sais-je. On était là, on était complètement... On nageait, nouveaux personnages, nouvelle contrée du pays qu'on ne connaissait pas. Bref, on était complètement perdus. Les choses se mettent en place et notre intrigue est liée aussi à ce nouveau personnage qu'on va découvrir, une partie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs intrigues, mais qu'elles se rejoignent à un moment donné les unes des autres. C'est compliqué de vous expliquer, mais voilà, on a encore une fois cet aspect d'enquête. Et cette fois, c'est pas juste Bryce et Hunt avec un petit peu de run, on va vraiment avoir beaucoup plus run. Si vous aimez run, vous allez encore plus le voir. Si vous aimiez ses 2 meilleurs amis, Declan et Emmett, vous allez aussi beaucoup plus les voir. On va beaucoup plus voir Fury, même si elle est quand même un peu en retrait. On voit aussi beaucoup plus Chiaron, le sirène, le mermaid. On le voit beaucoup plus, il est vraiment lié. Et on a aussi un autre personnage qu'on connaissait un petit peu dans le premier tome, qu'on a vu 2-3 fois, qui prend de l'importance. Ça, je vous dis pas qui, pour pas vous spoiler. On a plusieurs nouveaux personnages. On a celui du prologue. On en a un autre, 2 autres. Donc, on a vraiment 3 nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas du tout, qui débarquent, comme si on n'en avait pas déjà assez, vous allez me dire. Eh bien oui, il y en a des nouveaux. Et en plus des nouveaux, certains personnages qu'on citait beaucoup dans le premier tome, et qu'on a vu un tout petit peu vers la fin, les 3/4 la fin, ont de l'importance suite aux événements du tome 1, on les voit beaucoup plus. Donc ça nous fait pas mal de nouveaux personnages. Et à ce niveau-là, avec Amélie, on a beaucoup entendu parler, mais je pense que c'était il y a quelques années et que Sarah J. Maas essaye de changer ça. On a entendu dire que des gens reprochent à Sarah J. Maas de ne pas assez mettre de représentation dans ses bouquins. Personnages de couleur et de LGBT. Et bien, rien que dans ce tome-là, niveau LGBT, on en a combien? On a 6 personnages LGBT dans ce tome-là. Rien que ça. Et on a 2 personnages de couleur. Même peut-être... Non, qu'est-ce que je vous raconte? Et on a au moins 3 personnages de couleur. Ça, c'est sûr qu'il y en a au moins 3. Je ne sais même pas si c'est pas 4. Donc, faut plus dire que Sarah J. Maas ne met pas de diversité quelconque, parce que 3 ou 4 personnages de couleur, 6 personnages LGBT, à un moment donné, clairement, elle a compris et elle le fait. Ça a été un gros point pour moi positif, le fait qu'il y ait autant de représentation. Certains personnages, je ne les avais pas vus venir à LGBT, en plus, voilà. Ce tome 2, pour moi, c'est un coup de cœur. Maintenant, est-ce que c'est autant un coup de cœur que le premier? Non. Avec Amélie, on l'a trouvé un tout petit peu en dessous, dans le sens où dans le tome 1, on établit les relations, les liens amour, comme je vous ai dit, de Hunt et Bryce, de Danica et Bryce au niveau des meilleurs amis, qui étaient magnifiques, et familiaux pour Bryce et sa famille, je ne veux pas trop en dire. On continue bien sûr de les développer dans ce tome, mais comme les bases ont été posées dans le tome 1, on s'y est peut-être habitué. Et c'est vrai que dans ce tome 2, il y a peut-être eu 1 ou 2 moments qui étaient moins intenses vis-à-vis du tome 1, où c'était presque constamment à partir du début. Il y a des moments un peu plus à plat. Après, comme on dit avec Amélie, ça ne nous dérange pas parce que ça nous permet de souffler un petit peu. Parce que vous croyez avoir tout vu dans le premier tome, mais c'est loin d'être le cas. Franchement, il y a énormément de révélations, il y a énormément d'action aussi. Il y a des moments, ça s'enchaîne, hein. Vous avez de l'action, plus des révélations, des fois c'est juste de la révélation, et après vous avez un petit moment plus calme. Et encore, entre Bryce et Hunt, c'est très chaud bouillant, donc il y a des moments où vous êtes là, ouh, il fait chaud, hein. Là, ce tome 2, il est clairement presque au niveau d'Akotar, tome 5, au niveau des scènes de Spacey. Il y en a beaucoup, il y en a quand même pas mal, et ça ne concerne pas que Bryce et Hunt en plus. C'était, voilà, la première scène de run, ça en fait partie. Camille, on était là, ah, premier passage de run, comme ça, on était là, d'accord, super run, fidèle à lui-même, mais c'est pas grave. Mais oui, il est quand même très bon. Ce qui fait que c'est un coup de cœur, c'est clairement parce qu'il y a des révélations, comme je vous dis, tout au long du livre quand même. On découvre des choses vis-à-vis de cette enquête, et c'est la fin. La fin, mais vous vous y attendez pas. Je vais être sincère avec vous, si vous n'aimez pas les cliffhangers, de fou, parce que c'est un cliffhanger de malade. Je crois franchement qu'avec Amélie, comme on a dit, on a rarement eu un cliffhanger aussi
aussi intense, qui nous bouffe autant l'esprit, même des mois plus tard, ça fait plus de 6 mois, et on fait encore des théories, et on en parle encore de cette fin. C'est pour vous dire. Alors oui, Kenaton 5 était pas mal dans son genre. C'est vrai que si on compare, ouais, mais c'était pas encore à ce niveau-là. Là, clairement, voilà, si vous n'aimez pas les cliffhangers, je vous conseille peut-être d'attendre encore quelques mois pour le lire, parce que Sarah J. Maas l'a confirmé. Je vois circuler des gens, je ne sais pas d'où ils prennent ça. Oui, le prochain livre à sortir en 2023, ce sera Cotard tome 5. Non, Sarah J. Maas a donné une interview après la sortie de ce tome 3, une interview spoiler que j'ai lu. Autant vous dire qu'elle aime bien nous teaser, cette femme. Hein. Elle aime bien nous les mettre comme ça, alors qu'on est déjà comme ça avec cette fin. Et elle nous a bien dit que le prochain livre qui paraîtra, ce sera Crescent City tome 3. Ce n'est pas un Cotard, non, c'est Crescent City tome 3. Il y a une raison. Voilà, c'est Crescent City. Et au mois de mars, quand elle a donné cette interview, elle a bien dit, l'intervieweuse lui a demandé à quand la date de sortie. Et c'était au mois de février. Elle a dit à partir de sa date de sortie, février 2022, comptez 24 mois, à raison que la pénurie de papier ne revienne pas. Parce que non, il ne faut pas croire qu'il n'y a que de Saxus en France qui est touché. Il y a des pénuries de papier. Sarah J. Maas l'a bien dit, elle a eu de la chance de l'éviter. Ce qui n'a pas été le cas de Jennifer et l'Armentrout, et un livre que je vous présente plus tard, qui a eu pénurie de papier pour son relier. Donc, comme elle a bien dit, 24 mois, si les pénuries ne perdurent pas ou ne reviennent pas. Donc, ça fait été 2024. Donc clairement, si vous ne voulez pas attendre encore 1 an et demi à peu près avant de pouvoir lire la suite, parce que c'est vraiment, je vous le dis, un cliffhanger qui va vous mettre sur les fesses. Et alors cette fin, soit vous allez aimer, soit vous allez détester. C'est ce qu'on a vu avec Amélie. Les fans, soit ils ont adoré, c'est un génie cette femme, soit ils ont détesté et ils ne savent pas s'ils veulent continuer. Moi, pour Amélie et moi, cette femme est un génie. C'est notre queen. Il n'y a pas d'autre autrice comme ça, même Jennifer l'Armentrout. Alors oui, elle est très bonne, ses cliffhangers sont géniaux. Mais là, ce que Sarah J. Maas a fait à la fin de ce tome, c'est comme ça. J'en avais la chair de poule, j'en ai toujours la chair de poule. Je vais avoir la chair de poule pendant une partie du tome 3. Elle a déjà d'ailleurs annoncé, si ça vous intéresse, quand vous aurez lu le tome 2, je peux déjà ça vous le dire, ça ne spoil pas. On reprendra exactement à l'instant où on a fini le tome 2 avec Bryce. Voilà. Comme ça, et j'espérais que ce soit le cas, parce que j'avais vraiment envie d'avoir la suite de ce qui se passait dans cette scène. Mais voilà, 24 mois, donc ça fait encore 1 an et demi, à vous de voir. Après, c'est sûr qu'on commence à avoir des spoilers sur Internet, dans le sens où il y a des fanarts qui circulent. Les premiers mois, les artistes et ceux qui repassaient les fanarts sur leur Instagram et tout, mettaient des warnings. Avant, ils mettaient une image en disant le slide suivant, c'est le spoiler, c'est le fanart. Et il y en a qui font de moins en moins attention, parce que c'est vrai qu'en France, on est les derniers à l'avoir dans notre langue. Et je sais que plusieurs de mes copines de lecture ont déjà été spoilées par un fanart de la toute fin. Donc après, c'est vrai que si vous attendez pour le lire, vous risquez d'être spoilé par les fanarts. Mais voilà, il va falloir être patient si vous lisez. C'est vraiment la fin qui fait qu'avec Amélie, on met 20 sur 20. Même si tout le restant est très bon. Mais cette fin, ce qu'elle a fait là, c'est là-haut, c'est du très haut niveau. C'est très bon, on voit qu'elle a réfléchi ça très en amont et pour moi c'était tout ce que je voulais, c'était tout ce que je rêvais, tout ce que j'espérais et je crois qu'Amélie aussi était assez dans cette optique, donc franchement on a hâte de voir la suite. Et, mais en même temps on a la trouille parce que clairement ce tome vous allez peut-être moins pleurer que dans le tome 1 parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs passages dans le tome 1 qui sont tristes où il y a tout d'un coup un personnage qui meurt ou tout d'un coup un autre qu'on croit qu'il va mourir et puis finalement est-ce que c'est le cas, oui ou non. Enfin, il y a des scènes de bataille où on a peur. Là, clairement, il y en a peut-être un peu moins d'émotion, mais il y en a quand même. Justement, à la fin, il y a 2 groupes. On peut même dire qu'il y a 3 groupes. Enfin, il y a plusieurs groupes de personnages. De toute façon, il y en a une flopée. Il y a plusieurs groupes, mais il y a 2 groupes qui sont dans 2 situations. Et quoi? Et comment? Et qu'est-ce que... Il y a vraiment une scène juste avant cette fin qui est très touchante entre 2 personnages. Enfin, moi, ça m'a fait pleurer. Je sais vraiment parce que Sarah J. Maas préserve pour ces personnages, pour ces 2 groupes-là, qui plus est, mais enfin, surtout un des 2 groupes. Ils sont dans une mouise pas possible et avec Amélie, on est là. Elle va nous faire quoi? Parce qu'elle a prévenu en interview spoiler qu'un personnage très aimé du public, elle prévoit quelque chose pour lui qu'elle n'est même pas sûre que la maison d'édition accepte pour le tome 3.
Sachant ce qu'elle a déjà fait avec Kéléana dans le tome 5, à la fin du tome 5, quand on a lu le tome 5 avec Amélie, il y a quelques semaines, on a dit, attends, elle prévoit pire pour un personnage de Crescent City, qu'elle ne sait même pas si la maison d'édition veut l'accepter. Elle va faire quoi avec ce personnage? C'est une tortionnaire, cette femme. Mais je l'aime, hein, je l'aime, mais vraiment, on les a comme ça, on a la trouille. Mais on est tellement impatiente aussi. Une des forces de ce livre que j'ai trouvé, je ne vous donnerai pas son nom pour ne pas spoiler, ceux qui ont lu le tome 1 comprendront, sinon les autres non. Il y a un personnage qu'on retrouve dans ce tome 2 qui est décédé au début du tome 1 de Crescent City. Et clairement, ce personnage était déjà présent tout au long de Crescent City, hein, mais il est toujours tout autant présent. Et c'est ce qui ressort beaucoup en vélo, il y a beaucoup de monde qui le disent. Elle a cette faculté de faire, on a l'impression que ce personnage, il est lié à l'histoire. De toute façon, on a l'impression que ce personnage est toujours vivant, qu'il est toujours bien là, parce qu'il est lié à l'intrigue, à l'enquête qu'ils font. Ce personnage a encore des choses à révéler qu'on ne savait pas, qui nous font tomber de nos chaises, littéralement. On est là, ah oui d'accord, ça je ne l'avais pas vu venir. C'est fou qu'un personnage décédé ait encore une telle emprise sur l'univers. Et je suis persuadée qu'il en aura encore sur le tome 3, parce que vu ce que Bryce apprend à la fin du tome 2, je pense que ça va sentir le roussi pour un personnage là-dedans, vu ce qu'elle a appris. Mais voilà, c'est pour dire, j'étais juste, on était admirative. Voilà, personnage décédé, mais toujours aussi présent, personnage qu'on aime toujours autant, du coup, même en apprenant des choses, ça a déplu à certains fans, ce qu'on découvre, parce que c'est vrai que ce personnage a beaucoup de cachotterie, a fait beaucoup de cachotterie à Bryce, l'inclut dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Mais au final, Bryce se retrouve mêlé à tout ça de toute façon. Mais non, franchement, ce livre, c'est une pépite et j'ai hâte de pouvoir partager avec les gens. Enfin, accrochez-vous pour la fin. Voilà. Donc ça, c'était 20 sur 20, coup de cœur astronomique. Crescent City, le tome 2 de Sarah J. Maas. En 3, nous avions Cartes. Et là, j'avais mis Throne of Glass, le tome 3 de Sarah J. Maas, Kéléana en VO, toujours chez Bloomsbury. Parce qu'avec Amélie, j'en parlais plusieurs fois, on se lit tous les Kéléana en VO. On avait lu jusqu'au tome 3 en VF, moi en tout cas. Et maintenant, on se lit tout en VO parce qu'on en a marre d'attendre. Clairement, la Martinière ont déjà annoncé que le tome 6, ce sera pour 2023. Donc, j'ai un peu peur que ce soit un tome par année. Donc, le tome 7 en 2024. Clairement, ça ne le fait vraiment pas. Ça, je ne peux pas plus vous en dire, mais clairement, de sortir le tome 7 en 2024, ça ne le fait pas. Juste un truc, moi je me suis fait spoiler un événement du tome 7 dans l'interview spoiler de Sarah J. Maas au mois de mars. Donc voilà, merci la Martinière de traduire un tome par année. Comme ça, même l'autrice nous spoil. Parce qu'en France, on a 6 plombes de retard. Du coup, dans ce tome 3, dans Kéléana, qu'est-ce que je peux dire? Encore une fois, j'en ai parlé encore dans la dernière vidéo, Kéléana, on est dans un royaume de fantasy complètement inventé. On a Kéléana qui est une assassineuse qui s'est fait trahir il y a une année en arrière, c'est le tome 1, et qui a été trahie donc par quelqu'un qu'elle connaissait dans le tome 1, et elle a été enfermée dans les mines d'Andovier par le roi lui-même d'Eldaran pendant un an. Un jour, Charol, le chef de la garde, débarque, elle croit que c'est son heure, qu'elle va être exécutée, et au final, il la conduit devant le prince d'Oréane qui lui explique qu'il va y avoir des joutes avec des mercenaires, des criminels, des voleurs, et qui veut qu'elle soit sa championne à lui pour ses joutes. Le champion en question, celui qui gagnera ces quelques mois de joutes, deviendra le champion suprême du roi d'Eldaran pour faire ses sales besaces. Celui-là, il ne me plaît pas, tu le tues. Ce roi, il m'empêche de gouverner ou de conquérir son territoire, tu le tues pendant un certain nombre d'années. Et une fois le contrat rempli pendant un certain nombre d'années, l'ardoise sera remise à zéro. L'assassin, le mercenaire, le voleur pourra avoir son nom lavé et vivre la vie qu'il veut. Sachant que Kéléana a été emprisonnée pendant une année et torturée, hein, battue, etc. Maintenant, la seule chose qu'elle aspire, c'est la liberté. Elle ne veut plus assassiner, elle veut genre une petite maison au milieu de la forêt, loin de tout le monde, tranquille, pépère. Donc elle accepte, mais très vite, elle va se rendre compte qu'il y a des meurtres sanglants. On retrouve des champions du concours entre les épreuves, assassinés sauvagement, comme si une bête les avait assassinés. En menant son enquête, elle va découvrir que, certes, le roi d'Eldaran a fait interdire la magie il y a plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire que les fae
ils peuvent se transformer, soit ils ont leur forme fae avec les oreilles, soit une forme animale. Les guérisseurs qui avaient des dons de magie de guérisseurs, les sorcières avec leur pouvoir magique, tout ça n'a plus de pouvoir magique. Tout le monde est bloqué sans pouvoir. Mais malgré tout, Keleana trouve qu'il y a quelque chose de magique peut-être dans ces meurtres et elle va se mettre à enquêter. Là, nous sommes sur le tome 3. On n'est plus du tout sur l'enquête des meurtres, on n'est plus du tout... On a laissé le championnat dans le tome 1. Et à la fin du tome 2, Shaol envoie Keleana en mission. Il l'envoie dans une quête pour faire son sale boulot que le roi demande. Enfin, c'est Shaol qui a soumis l'idée au roi et il l'a trouvée très bonne. Sur une autre île, dans un autre royaume où il y a justement des failles. Mais en fait, Shaol a fait ça pour lui éviter, parce qu'il commençait à avoir des doutes sur Keleana, sur des choses vis-à-vis de Keleana. Il a fait ça pour la protéger en l'envoyant là-bas. Il découvre d'autres choses à la fin du tome 2, donc nous aussi on a découvert des choses à la fin du tome 2. On continue donc avec Keleana qui est sur le continent, ce nouveau continent où il y a des elfes et où la magie fonctionne aussi, il faut le dire. Et Keleana, elle va vouloir voir Maëve, la reine Fae du royaume, parce qu'elle a besoin de réponses vis-à-vis de l'intrigue du tome 1 et 2. Et Maëve lui dit, je te donnerai des réponses si tu fais telle et telle chose. Donc je ne peux pas trop vous en dire, ça vous spoilerait. Donc, Keleana va suivre un entraînement avec Rowan, un Fae. Donc là, on commence vraiment à rencontrer vraiment les Fae, parce que pendant les 2 premiers tomes, on n'en a pas vraiment vu. On nous a dit que c'était une histoire de Fae, mais ils n'y étaient pas vraiment. Donc elle est avec Rowan, un Fae un peu sauvage, un peu bad boy, j'ai envie de dire, dans sa manière d'être. Ouais, il est sauvage. Et il va la former à certaines choses pour pouvoir retourner vers Maëve. En parallèle, on va la suivre Dorian et Shaol. On continue de suivre ces 3 personnages et leur évolution. Dans ce tome-là, c'est vraiment encore ces 3 personnages. Shaol qui continue son rôle de garde, qui va... Ah non, il y a un nouveau personnage. J'ai oublié qu'on rencontre un nouveau personnage qui est lié à Keleana, mais je ne peux pas trop vous en dire. Shaol va se méfier de ce personnage. Après, est-ce qu'ils vont s'allier ou pas? Ça, je ne vous le dis pas. Dorian aussi suit son chemin. Ce que j'aime pas dans ce tome, c'est clairement la continuité du tome 1 et du tome 2, et ça me met les boules. C'est que Dorian et Shaol, qui étaient les meilleurs potes du monde, Dorian le prince et Shaol le chef des gardes, ne se parlent pratiquement plus parce qu'il y a eu un triangle amoureux dans le tome 1 qui est presque résolu dans le tome 2, mais c'est-à-dire que celui qui a été un peu largué à la fin du tome 1, je ne vais pas vous donner les noms pour ne pas vous spoiler justement, ne vit pas très bien que Keleana est en relation avec l'autre après, dans le tome 2. Mais du coup, c'est vrai que là, dans le tome 3, il continue à ne pas communiquer. Il ne communique pas et Dorian découvre certaines choses sur lui dont il n'avait pas connaissance. Et du coup, il les cache à Shaol au lieu de lui demander de l'aide. Donc c'est frustrant parce qu'il est un peu tout seul. Après, il se lie d'amitié avec quelqu'un. Voilà, mais pendant une partie du livre, Dorian est tout seul dans son coin à gérer un truc important dans sa vie. Shaol est tout seul dans son coin à se méfier d'un personnage qui est au final lié à Keleana. Et nous on est là, mais bordel, mais parlez-vous les gars, arrêtez, elle est même plus là. Donc il dit, mais ben non, il continue à ne pas parler. Fort heureusement, à la fin du tome 3, il parle. La fin du tome 3 est aussi bien prenante, hein. Et elle aime bien faire des cliffhangers, hein, Sarah Givas. Elle était quand même intense, la fin du tome 3. Bref, encore une fois, moi j'ai adoré. Moi, ça a été pour moi 19 sur 20, je lui ai mis à celui-là. Je me suis laissé de la marge et j'ai bien fait parce que plus on avance dans la saga, meilleur c'est. Je crois que j'avais commencé Keleana avec 17 ou 18 et là on est sur un 19. Le tome 2 était encore en dessous pour moi et là on monte. Franchement, en plus la VO, comme pour... la VO est assez abordable, franchement, comme je vous le dis souvent. Au niveau des univers de Sarah J. Maas, si vous voulez vous lancer en VO, l'idéal c'est d'abord Keleana parce que c'est le plus simple au niveau de l'écriture. Même s'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de world building et tout ça, ça reste le plus simple. Et Crescent City, qui est ici, est le plus compliqué. Oui, à part ça, il y a des fan art dans Crescent City. Ça vient du Read Along de Touch of Magic Design, mais je ne peux pas vous les montrer, ça vous spoilerait. Donc ça, c'est ce qui est le plus compliqué à lire en anglais de Sarah J. Maas. Il est lourd. Et ça, c'est ce qui est le plus simple. Hair of Fire, le tome 3 de Throne of Glass de Sarah J. Maas.
chez Bloomsbury. Presque un coup de cœur, un mini coup de cœur, on va dire. En catégorie 4, on avait un graphique. Et là, je me suis mis L'or Olympus de Rachel Smith, paru chez Hugo BD. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de L'or Olympus? On l'a vu passer partout aussi celui-là. Réécriture de la mythologie grecque, spécifiquement sur Hadès et Perséphone, même s'il y a quand même beaucoup d'autres dieux, déesses qui tournent autour d'Hadès et Perséphone dans ce tome. Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'aime beaucoup le style des dessins. Je vais essayer de vous trouver une page. On a vraiment chaque dieu une représentation de couleur et après selon les émotions ressenties au moment X ou Y, on a des couleurs pour bien mettre en avant ces fameuses émotions. Voilà une page. Alors c'est un genre particulier de dessin. Moi j'avais peur que ça ne me plaise pas. Finalement ça passe plutôt bien, ça me plaît assez. Est-ce que je peux vous en trouver une autre? Voilà, là par exemple c'est beaucoup plus sombre. On est dans un moment plus sombre. Donc voilà, les couleurs sont liées aux dieux et à leurs émotions. On suit Hadès et Perséphone, leur rencontre. On suit les autres dieux qui gravitent autour d'eux. Attention cependant, il y a des moments un peu délicats. C'est-à-dire qu'il y a un peu des trigger warnings, j'arrive pas bien à dire. Je ne vais pas vous donner les triggers, mais il y en a un ou deux moments. Voilà, on sent dans la manière que ça a été tourné qu'il y a un trigger, ouais. Il y a un événement pas très sympa qui se passe dans ce tome 1 qui peut éventuellement chagriner certaines personnes qui ont peut-être vécu ça. Moi, ça a été. Mais je sais que ça peut... Voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Il faut vraiment que je me prenne le tome 2, mais ils sont tellement chers. Bon, alors moi, je l'ai pris d'occasion. Malheureusement, il est arrivé un petit peu plié, je ne sais pas comment dire, au niveau de la couverture. Et pour ce graphique, j'ai mis 18 sur 20 parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Encore une fois, moi, dès que c'est de la réécriture mythologique, je mets déjà des bonnes notes rien que pour ça. Et puis j'ai bien aimé le genre, j'ai bien aimé les thématiques. Comme je vous dis, il y a des trigger warnings, mais ça fait partie des thématiques, ça fait partie de la vie, de choses qui arrivent malheureusement dans la vie de tous les jours à certaines personnes. Donc, un très bon moment, là aussi, le premier tome de L'or Olympus. Ensuite, nous avions Femme Badass en numéro 5, et j'avais mis Honora, tome 2 de Charlie Faro. Et celui-là, vous pouvez le retrouver dans le bilan lecture de mon mois de la romance. Encore une fois, je vous mettrai le petit ou le petit en barre d'infos de toute façon. Et ça, je lui avais mis 19 sur 20. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Ensuite, auteur, personnage de couleur. J'ai eu un peu du mal à trouver. Parce que j'avais plus grand chose à ce moment-là. Et puis, il s'est avéré qu'on a fait une ELC sur le groupe des LC, dont je vous mettrai le Discord en barre d'infos. Et finalement, j'ai mis l'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os, de Andrea Stewart. Je l'ai lu en e-book, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Je regarde l'affiche du coup sur Booknode. On va suivre, on est en fait dans un univers de fantasy inventé, mais qui s'inspire un petit peu de l'Asie. Vaguement, hein, je vous dis de l'Asie, mais voilà. Mais oui, on est d'inspiration de ces pays-là. Et on va suivre la fille de l'empereur, Lynn, qui est en train d'apprendre la magie d'os. La magie d'os, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on vous prélève un petit os à tout le monde, derrière l'oreille, quand vous êtes jeune. Et d'ailleurs, des fois, les personnes en meurent si c'est mal pratiqué. Et l'empereur se sert, c'est le seul à se servir de ces os, de ces os, pour faire de la magie d'os. Et sa fille est en train de l'apprendre avec un autre apprenti. Mais Lynn a aussi perdu la mémoire. Il y a quelques années, elle a perdu la mémoire, elle ne se rappelle plus d'une grande partie de son enfance, etc. Son père essaye de travailler, ça lui fait récupérer sa mémoire. Ça, c'est pour la base. À côté de ça, on suit énormément d'autres personnages, dont un autre vraiment principal qui est Jovis, un humain du peuple. C'est plein de petites îles en plus, hein. C'est différentes îles. Vous avez la capitale, la grosse île et plein de petites îles. Et Jovis, lui, il va sur son petit bateau. Il est à la recherche de sa femme qui a disparu il y a déjà plusieurs années. Il a vu un bateau emmener sa femme avec des voiles blanches, si je me rappelle bien. Je ne sais plus. Mais c'est un bateau caractéristique. Il avait vraiment des choses précises. Donc Jovis traque ce bateau en espérant retrouver sa femme. Et Jovis, un jour, sur une île, va intervenir déjà pour sauver la vie d'un enfant qui doit faire
l'incision, les gardes royales, c'est même plus vraiment, doivent inciser ce petit garçon, et une dame, une petite fille je crois, et la tante, ou je sais plus ce qu'elle est exactement, va demander à Jovis aidez-le et tout, parce que Jovis, en écumant les mers, il a aussi intégré un groupe de brigands pendant un temps. Et du coup, il est connu, il a une réputation sur les îles et tout ça. Donc, au final, il va vouloir aider cet enfant. Il me semble que c'était une petite fille, en fait. Et à un moment donné, l'île sur laquelle il se retrouve avec cet enfant va se mettre à trembler, soudainement. Et en fait, l'île, elle va commencer à couler. Jovis et cet enfant vont juste avoir le temps de se rendre à son petit bateau avant que l'île coule. Il y a des gros bateaux qui s'en vont, il y a plein de monde qui vont mourir et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette île? Ça, c'est un des mystères qu'on cherche à élucider. Et alors qu'ils sont en train de fuir, il y a une créature. On ne sait pas exactement ce que c'est. Moi, j'ai envie de dire que c'est une sorte de dragon, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Une petite créature qui est en train de nager dans l'eau, un bébé, puis qui monte dans le bateau. Et Jovis et la petite fille vont le recueillir. Voilà, après la petite fille va partir sur une autre île, retrouver sa famille, mais Jovis va garder la créature, ça va devenir son animal de compagnie. Et comment t'appelles-tu déjà, mon petit? Eh ben, je ne sais plus. Méfie, j'ai été chercher sur internet, c'est Méfie. Voilà, Jovis va créer une amitié avec mes fils, ils vont développer des choses, je ne veux pas trop en dire. On suit énormément d'autres personnages, là je vous dis les deux principaux, c'est ceux où on a le plus de chapitres, mais on va suivre aussi deux jeunes femmes qui vont avoir chacune des chapitres. Ces jeunes femmes sont de la communauté LGBT, elles sont ensemble, donc si vous êtes de la communauté LGBT, il y a de la représentation pour vous. Donc on suit les deux jeunes femmes, on suit Jovis, on suit Lynn, on suit un petit peu, me semble-t-il, l'autre apprenti de l'empereur, et on suit une autre jeune femme qui clairement est elle aussi sur une île, mais ne se rappelle de rien de sa vie. Voilà, je reste vague, c'est volontaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points de vue. Dans un premier temps, ça peut désarmer. On l'a fait en lecture commune, comme je vous ai dit, à un moment donné, c'est vrai qu'on a dit, on a quand même 6 ou 7 points de vue, et on passe vraiment un chapitre à Lynn, un chapitre à Jovis, un chapitre à une des deux LGBT, puis l'autre LGBT, puis on va sur l'autre personnage féminin sur une autre île, et puis on revient sur Jovis, et puis on revient sur Lynn, et sur Jovis, et puis on repart sur une des LGBT. Donc c'est vrai que des fois, pour suivre... Après, ça se connecte tous les uns et les autres ensemble, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. Mais c'est vrai que ça peut perdre un petit peu, il faut bien se concentrer pour lire. Moi, j'ai bien aimé, c'est une mythologie différente. Après, je vous dis, c'est asiatique, mais c'est pas non plus, il n'y a pas tous les dieux de l'Asie et tout ça, ça on ne retrouve pas. C'est des petites choses subtiles plutôt de l'Asie. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai déjà lu le tome 2, voilà. Et qui plus est, j'ai trouvé que l'écriture était quand même assez fluide. Quand on passe le moment où on a tous les personnages, l'écriture est quand même fluide. Et la relation avec Jovis et son petit Méfie, moi je vois un Méfie, c'est possible d'avoir un Méfie? Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'était adorable. Lynn aussi, au début, j'avais du mal. En fait, plus on se plonge dans l'histoire, plus on apprend à l'apprécier. Et c'est pareil dans le tome 2, plus on approfondit Lynn, plus on peut la trouver touchante. Voilà, parce qu'elle découvre des choses sur elle-même au fil de l'histoire et on peut comprendre que ça la touche. Au final, moi, pour ce livre-là, je lui ai mis 18 sur 20. Voilà, j'ai passé un bon moment aussi. C'était agréable. Ensuite, en catégorie 7, nous avons LGBTQIA+. Et là, j'avais mis le Clan Bennett de TJ Klune, pour lequel j'avais mis 20 sur 20, que vous retrouvez dans mon avis, dans mon bilan du Disney Book Challenge. Je vous le remets, voilà. Vous savez où le trouver. Ensuite, nous avions belle couverture. Alors à la base, j'avais mis les Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena. Et malheureusement, ça a pris du retard sur la livraison, donc j'étais obligée de mettre autre chose. J'ai mis Witch and Gods, le tome 1 de Liv Stone. Elle a la promise chez BMR. Oui, j'ai mis ça sous belle couverture parce que moi j'aime bien. Voilà, je sais, je vais me faire lyncher. Mais alors, attention, quand ils sont complètement nus, vraiment à Walpé et tout ce que vous voulez. Mais là, voilà, on ne voit pas son torse à Deimos. Voilà, on voit qu'il est torse-poil, mais on ne voit pas de face. Moi, je trouve que ça va et j'aime bien cette couverture. Je préfère les couvertures comme ça aux couvertures plus neutres que Liv Stone et BMR ont sorti par derrière. Et je vais continuer la collection dans cette couverture-là. Alors là, Witch and God, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire? On est dans de la mythologie grecque avec des sorcières. Tout pour me plaire. Deux thématiques que j'adore.
On y suit en fait Ella, qui est une jeune sorcière, mais qui n'a aucun don. Elle n'a pas de magie. Elle n'en a jamais eu. Et du coup, elle est un peu mise à l'écart par les sorcières, même si elle a 2 sœurs et une maman qui sont elles-mêmes sorcières. Alors, elle est quand même très proche de ses sœurs. Hein. Attention. D'ailleurs, au début du livre, Livingstone dédicace le livre à ses 2 petites sœurs, Notre pouvoir des 3. Si vous êtes de ma génération, le pouvoir des 3, c'est Charmed. Et clairement, on sent qu'il y a une petite inspiration de Charmed au niveau de la relation des sœurs. Elles s'aiment beaucoup, même si parfois il peut y avoir des petits conflits de sœurs. Hein, clairement, les sœurs sorcières, c'est un petit peu relation à la Charmed. Avec Paige Piper, Phoebe, Prue, voilà. Donc dans cette histoire, elle n'a aucun pouvoir. Donc elle suit des études dans notre monde, tout à fait normal, dans une université. Et un jour, elle doit aller avec ses sœurs à une réunion de sorcières, un solstice ou quelque chose comme ça. C'est habituel, même si elle n'a pas de pouvoir, ses sœurs sont des sorcières, sa mère est une sorcière, donc elle y va. Par contre, là-bas, il n'y a pas beaucoup de monde qui lui parle, on la regarde un petit peu comme la sorcière qui n'a aucun don. Voilà. Hein. Et en face de ça, vous avez les dieux de la mythologie grecque. Zeus, Hera, compagnie, Deimos, ici présent. Et lors du meeting, Ella va découvrir que dans ce meeting, Zeus en personne va venir parce que les sorcières ont eu, donc, il y a des années de ça, une sorcière qui est née sans pouvoir. Et de leur côté, les dieux ont de moins en moins de pouvoir pour contrôler certaines créatures. Je ne sais plus exactement lesquelles, mais vous avez plein de créatures mythologiques. Et ils perdent le contrôle sur ces créatures. Et les dieux et les sorcières sont en train de se dire que c'est à cause de leur guerre. Car ils se font une guerre depuis des siècles, depuis qu'Hécate, une déesse grecque qui était pour les sorcières, je ne sais plus ce qu'Hécate a voulu faire, mais au final, eh bien, les dieux... Hécate, elle a empêché les dieux de retourner à l'Olympe, ils ne peuvent plus aller à l'Olympe, voilà, et avec l'aide des sorcières. Et du coup, Zeus a fait enfermer Hécate dans un... Il me semble qu'elle est dans le statufié ou un truc dans le genre. Et du coup, les dieux et les sorcières sont en train de se dire que c'est leur guerre. Le fait que les dieux de l'Olympe ne peuvent plus aller à l'Olympe font qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir et l'ascendant sur certaines créatures. Et les sorcières, eh bien, elles ont une première naissance non magique, peut-être parce que leur guerre va trop loin. Du coup, Zeus et les sorcières, les chefs sorcières, ont décidé qu'il devait y avoir un mariage. Et Ella découvre que c'est une de ses 2 sœurs, qui sont, je crois que c'est elle la plus petite, c'est une de ses 2 sœurs qui est vouée à se marier à un représentant que Zeus va choisir et amener lors de cette réunion. Et un moment plus tard, elle n'en peut plus en fait. Elle est dehors, il y a Zeus qui est là, elle comprend bien en fait dans cette discussion que s'ils en arrivent là et que sa sœur, je crois que c'est Méroé qui doit épouser donc un dieu de l'Olympe, si sa sœur se sacrifie, c'est parce qu'elle le comprend lors des discussions, c'est parce que les dieux perdent leur pouvoir sur des créatures mythologiques et que les sorcières ont eu une première sorcière sans don, elle. Donc elle se sent coupable. Donc elle sort s'isoler, elle va voir un gros chien qu'elle a déjà vu un moment avant. Et en fait, il s'avère que c'est Deimos, le fiancé de sa sœur. Sauf que, là c'est le tout début que je vous raconte, hein. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Deimos, quand on va lui dire qui doit épouser, et ben il dit non, je n'épouserai pas celle-là, je veux celle-là. Et celle-là, ben, c'est Ella, qu'il a rencontrée quelques minutes avant, sous forme de chien, avant de se transformer devant elle. Ils ont eu un échange déjà un petit peu enemies to lovers, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, Deimos, il a fait son choix, et c'est Ella, et personne d'autre qu'il veut à ses côtés. Et Ella va bien sûr accepter, parce qu'elle se sent coupable, c'est elle la responsable, à elle de prendre. Il se passe énormément de choses. Je vous dis que le début, il y a des twists, il y a des complots, donc franchement, je ne vous en dirai pas plus, mais il y a beaucoup plus que ce que je vous dis là, c'est vraiment que le début. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais que tout le monde ne trouvera pas ça transcendant, mais moi, j'ai passé un super bon moment. Et combien je lui ai mis? Witch and Gods, 20 sur 20. Bah oui, voilà. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Il y a tout ce qu'il me faut. Il y a du Enemies to Lovers. Elle a un caractère, elle aime bien embêter Deimos. Moi, des fois, elle me fait rire parce qu'en plus, Deimos, il est un peu isolé des humains. Et elle lui fait un peu découvrir le monde des humains. Et des fois, elle lui fait des phrases très modernes, très de chez nous. Elle lui montre des choses de chez nous et Deimos, il est complètement à côté des choux. Enfin voilà, j'aime bien comment elle le prend. Elle ne le prend pas parce que Deimos, c'est le dieu de quoi déjà? Dieu de la terreur, froid et tout ce que vous voulez. Mais même
Dieu de la terreur. Bon, qu'est-ce que c'est pour elle hein? Alors oui, une ou deux fois, il va lui faire peur quand même. Mais sinon, au-delà de ça, la plupart du temps, elle le prend Dieu de la terreur, mes fesses, hein, je n'ai pas peur du Dieu de la terreur. Je lui réponds, je fais des répliques, je fais des mauvaises blagues, je fais des jeux de mots, Dieu de la terreur, qu'est-ce que je... C'est rien, Dieu de la terreur après tout. Et on découvre plein de choses sur Ella, sur Deimos, et au final, ils sont vraiment touchants tous les deux. J'ai vraiment adoré leur histoire, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ouais, je me la procure, je ne vais pas pouvoir tout de suite, c'est vraiment dommage. Mais voilà, moi je le conseille vivement. Si vous aimez les sorcières et la mythologie grecque, vous allez adorer. Il y a le mix des deux, c'est juste parfait. La romance, elle est mignonne. Après, comme je vous dis, c'est pas c'est pas transcendant non plus. Hein. Ça reste une romance de base. Mais moi, c'est ce que j'aime. De temps en temps, une petite romance bien doudou. Au niveau de l'écriture, on est aussi sur une lecture, écriture facile. Voilà, ça reste quelque chose d'agréable à lire, de fluide. Les chapitres ne sont pas de mémoire hyper longs. Je pense qu'ils font une dizaine de pages, quelque chose comme ça. C'est écrit quand même assez gros, moi, je trouve. Non, franchement, moi, j'ai passé un super moment et je peux que vous le conseiller. Donc, Witch and Gods, le tome 1 de Livestone chez BMR. A noter aussi que Livestone est la même autrice que Marie Valente chez Brajlon avec Le Roi quelque chose. Je ne sais plus. Couverture violette. Mais Marie Valente et Livestone, c'est la même autrice. Elle a simplement deux noms de plumes différents. Ensuite, nous avions en 9 anglais ou traduit. Et là aussi, j'ai pris en anglais. J'y ai mis From Blood and Ash, Le sang et la cendre en VO, le tome 4, The War of Two Queens de Jennifer L. Armentrout, chez, je ne sais même plus, Blue Box Press. Et alors, cette édition, mais déjà, regardez-moi ça, je ne vous l'ai pas encore montré, je crois. Ah si, je crois. Mais il est juste trop beau. Non, je ne vous l'ai pas montré. Parce que ce livre est sorti en mars. Seulement quelques semaines avant la sortie de ce tome, Jennifer L. Armentrout a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait un souci avec la pénurie de papier pour le relier. Et on lui a annoncé que le relié ne pourrait sortir qu'au mois de mai. Donc sa maison d'édition lui a dit, soit on sort tout au mois de mai, e-book, audiobook, brochet et relié, soit tu choisis de sortir l'audiobook, l'e-book et le brochet en mars et le relier au mois de mai. Elle a choisi l'option de ne pas pénaliser tous les fans de sa communauté parce que tout le monde n'achète pas des reliés. Et elle a sorti le restant au mois de mars. Donc moi j'ai eu celui-là qu'au mois de mai. Je ne sais plus où j'en suis dans les book hauls, si je vous l'ai présenté du coup, ou si j'ai pas fait le book haul du mois de mai justement. Mais il est magnifique. En plus, il est dédicacé. Et je ne sais pas si c'était pareil dans les autres éditions, parce que moi je les ai tous achetés en VO, mais j'ai acheté les Fairy Loot. Donc je ne sais pas si les autres éditions étaient dédicacées en relié. Mais en plus, là, dans celui-là, vous avez Hawk, un fan art. Il faudrait vraiment que je le trouve. Je l'ai sur l'ordinateur, mais je voudrais le trouver, l'artiste qui l'a fait, pour le lui acheter. Et vous avez un second fan art qui est Poppy et Kiran. Et ça m'énerve parce que ce fan art, je suis sûre qu'il était sur Touch of Magic Design. Et je ne sais pas, est-ce qu'ils l'ont retiré à cause de la sortie du tome? C'est possible, parce qu'il n'est plus à la vente. Après, ils en enlèvent aussi de temps en temps. The War of the Queen de Jennifer L. Armentrout. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de la saga du sang et la cendre en VF? Donc, le tome 2 vient de sortir chez De Saxus. Et le tome 3, si j'ai bien lu, sera prévu pour le premier trimestre 2023. C'est assez bien, tant mieux. Ils n'attendent pas des masses pour les sortir. Dans le tome 1, on suit Poppy, une jeune femme qui est la pucelle. Elle vit dans un royaume, dans un palais, sous le commandement, sous la tutelle d'un duc et d'une duchesse. Et elle n'a rien le droit de faire. Elle vit voilée. Il n'y a que quelques personnes, ça se compte sur les doigts de la main, qui ont le droit de la voir sans son voile. Elle n'a le droit de parler qu'à ces quelques personnes, à personne d'autre. Elle n'a pas le droit de lire n'importe quel livre. Elle peut lire que des livres liés à son éducation. Les romances, tout ça, vous oubliez. Elle n'a pas le droit de toucher les gens et d'être touchée, ou d'embrasser, tout ce que vous voulez. Bref, elle est comme ça dans une petite boîte. Alors que Poppy est une jeune femme qui rêve de plein de choses, qui rêve de liberté. Et dans le dos d'ailleurs du duc et de la duchesse, elle suit un entraînement de guerrière avec son garde Victor. Dans ce roman, on a deux sortes caractéristiques de vampires différentes, plus les voraces qui sont un peu, comme je vous dis, un mix de zombies-vampires. Donc 3 sortes de vampires différents. Et Poppy est élevée donc par le duc et la duchesse
En douce, elle s'entraîne donc avec Victor parce qu'elle veut pouvoir se défendre si un jour elle se ferait attaquer par les voraces. Et on découvre aussi au fil du premier tome que Poppy fait parfois des choses qui ne lui sont pas autorisées, sortir en douce. À un moment donné, des premières pages du tome 1, elle va toute seule dans un lieu de jeu et de sexe aussi, il y a les deux. Bref, une espèce de brasserie, mais ça fait un peu jeu de cartes, ça fait truc pour aller s'envoyer en l'air dans les chambres. Et elle va rencontrer, lors de cette soirée, elle va tout d'un coup voir Victor arriver. Elle est masquée, hein, elle est cachée, elle a mis un masque et elle s'est déguisée en servante. Mais elle voit Victor, elle est sûre qu'il va le reconnaître. Donc elle va aller dans une chambre. Il y a une jeune dame qui va lui dire « Vous pouvez vous cacher ?» parce qu'elle l'a reconnu. Comment? On ne sait pas, elle l'a reconnu. « Allez vous cacher dans telle chambre, elle est libre. » Non, la chambre n'était pas libre. Il y a là Hawk, un des gardes du duc et de la duchesse, qui vient d'arriver de la capitale il y a quelques semaines et que tout le monde reluque, même Poppy, parce qu'il est plus que sexy et canon. Et Hawk attendait justement une servante, la fameuse à qui elle a volé la cape. Et il croit justement que c'est la servante au début, puisque c'était censé être sa cape à elle. Et comme ils ont une relation un petit peu intime, ils commencent à l'embrasser et tout ça. Et Poppy, qui a envie de faire ses expériences, se laisse faire. Jusqu'au moment où ils sont interrompus, puis là, elle rencontre ses esprits et elle s'enfuit pendant qu'il est loin de la chambre quelques minutes. Voilà, ça c'est la base. Après, quelques jours plus tard, elle va retrouver Hawk. Et à partir de là, ça va être une partie de l'intrigue, ça va être Poppy qui a peur que Hawk découvre que c'est elle quand elle va se mettre à parler. Est-ce qu'il le dira au duc et à la duchesse? Parce que le duc est un gros connard. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire, mais elle craint que Hawk aille parler au duc. Mais il va se passer tellement plein de choses dans le premier tome et dans la suite. C'est tellement plus que ça. Ceux qui auront lu comprendront ce que je veux dire, mais je ne peux pas trop vous en dire, je ne veux pas vous spoiler. Là, on est dans le tome 4, que j'attendais énormément, parce que le cliffhanger du tome 3, c'est le pire des cliffhangers de Jennifer l'Armentroute. Chaque tome de cette saga a un cliffhanger, mais celui du tome 3, et où on est là, mais non, mais non, je veux savoir. Et alors, en plus, Jennifer l'Armentroute est très forte sur son Instagram. Avant la sortie du tome 4, elle n'arrêtait pas les dernières semaines de poster des bouts de phrases, chapitre par chapitre. Elle a commencé avec le chapitre 1, en montant jusqu'au dernier chapitre. Allez, un petit bout de phrase ici, un petit bout de phrase là, avec une petite chanson par-dessus, des fois des chansons super tristes et tout. Et nous, on était là, qu'est-ce qui va se passer dans ce tome 4? Ce tome 4, je l'ai trouvé très bon. C'est pas le meilleur pour moi, clairement. C'est vrai que c'est pas le meilleur. Il est peut-être un peu en dessous, mais j'ai quand même mis 20 sur 20. Ça a été un coup de cœur quand même. Moi, j'ai aimé ce qui s'y passe. Alors, c'est vrai que le début est un peu long. Vis-à-vis de ce qui s'est passé à la fin du tome 3 pour Poppy et Hawk, c'est un peu long. Voilà. Alors, à un moment donné, elle a essayé de faire quelque chose pour qu'on trouve le temps peut-être un peu moins long. Pourtant, il se passe de l'action hein, dans ce moment long. Il se passe de l'action, on a des petites révélations, mais c'est pas ce qu'on voulait, nous les fans. On attendait une chose, voilà. Et elle arrive à la presque un peu avant la moitié du tome quand même, je dirais. Un tiers du tome, je dirais que ça arrive. À partir de là, ça recommence à plus bouger. Voilà, et à partir de là, on est un peu plus content. Alors après, au niveau des révélations, on en a toujours tout autant. Vous croyez que Poppy a fini d'évoluer dans le tome 2? Non, non, elle évolue dans le tome 3. Vous croyez qu'elle a fini d'évoluer dans le tome 3? Elle évolue dans le tome 4. Et en plus d'évoluer, c'est surtout qu'elle apprend des choses sur elle-même et son entourage encore dans le tome 4. Des choses que je n'ai pas vu venir non plus. Hawk, il ne les a clairement pas vu venir non plus. Hein. On était tous un petit peu là. Ah, d'accord. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vu venir. Hein. Le pauvre Hawk, il en a pris plein sa tronche à la fin du tome 3 et dans le tome 4 vis-à-vis de Poppy. Mais voilà, moi je l'ai trouvé très bon quand même. Je sais qu'il y a des choses, il y a des fans qui ont été déçus. Ça risque de spoiler un petit peu, mais je pense que si vous avez lu le tome 1 et le tome 2, vous savez déjà, vous avez des doutes, je pense. Parce que j'en parle avec des fans qui ne l'ont pas lu, mais qui m'ont demandé l'explication. Et il y a dans ce tome 3 un threesome entre Hawk, Poppy et un autre personnage. Je ne vous dis pas son nom. Si vous avez lu les tomes 1 et les tomes 2, surtout avec le tome 2, vous avez des doutes. Parce que vous savez qu'on vous parle dans le tome 2 d'un rituel qui fait que des fois, il y a 2 voire 3 personnages et qui tournent souvent
sur du sexe, parce que il y a des échanges de sang, etc., et que ça fait une tension sexuelle, voilà. Et ça arrive dans ce tome-là. Clairement, quand j'en parlais avec Amélie, elle me dit depuis le tome 1, on sentait déjà quelque chose vis-à-vis de Poppy, Hawk et d'un autre personnage. On le sentait. Et ça se confirme vraiment avec le tome 2. Et pour vous dire, dans le tome 3, c'est encore souvent évoqué. Le journal de Willa est aussi souvent évoqué. Dans le journal de Willa, Willa s'envoie des fois en l'air avec 2 hommes, ou une femme et un homme. Donc, à un moment donné, je pense que Jennifer Larmentot avait mis suffisamment d'indices pour savoir que ça allait se produire. Les raisons du pourquoi ça se produit aussi sont logiques à quelque part. Je ne peux pas vous les dire, voilà, mais elles sont logiques. Et franchement, les fans qui ont été dégoûtés par ça, qui ont été déçus, je ne les comprends pas. On l'a vu venir, comme on dit avec les quelques fans qui n'ont pourtant lu que le tome 1 ou le tome 2, on l'a vu venir depuis des tomes et des tomes en arrière. Alors pourquoi être dégoûté? Dans ce cas-là, vous ne lisez pas parce qu'on s'en doutait. Et qui plus est, moi les gens en VO qui rouspétaient que Hawk n'était pas jaloux, que ça ne correspond pas à son caractère parce qu'il est hyper possessif et jaloux envers Poppy, mais c'est vrai, mais pas avec cet autre personnage, parce que lui et ce personnage, je ne vous donne pas son nom, si vous avez lu les tomes, vous savez qui c'est, le tome 1 et le tome 2, mais lui et ce personnage sont comme des frères, ils ont une relation exceptionnelle, ils ont une sorte d'amour mutuel l'un pour l'autre. Alors c'est pas la même chose que l'amour entre Poppy et Hawk, hein, mais ils s'aiment ces deux personnages. Ce personnage aime aussi Poppy et Poppy l'aime aussi. Encore une fois, je vous dis, il y a l'amour avec un grand A, Poppy et Hawk, et il y a l'amour entre les 3 personnages ensemble. Mais clairement, moi j'ai trouvé que ça a été bien fait. Il y a une autre scène un peu plus tard où ils sont tous les 3 au lit, sans faire quoi que ce soit, hein, qui est très belle aussi. Ça prouve qu'ils s'aiment mutuellement les uns les autres et se respectent. Ça ne veut pas dire que Hawk, parce que voilà, les fans elles sont là, ouais, c'est plus Hawk, il n'est pas fidèle à lui-même, il est hyper jaloux. Mais on le sait que ce personnage, Hawk, il tient comme à la prunelle de ses yeux, comme il tient un Poppy à la prunelle de ses yeux. Donc je vois pas, Hawk est toujours aussi jaloux. Il y a un personnage depuis le tome 2, Hawk n'arrête pas de dire à Poppy qu'il va finir par lui arracher la tête, parce qu'il sait très bien que ce personnage admire Poppy, il la trouve belle et tout. Hein, ça va au-delà juste de l'adoration du sujet, etc. Et il n'arrête pas de lui dire, un de ces jours, je vais lui arracher la tête. Et elle est là, mais pourquoi? Mais arrête, il n'est pas méchant. Il est là, mais Poppy, t'es innocente, tu vois pas comme il te regarde et tout, t'es ma femme, t'es ma nana, t'es pas la sienne. Voilà, donc faut arrêter. Non, Hawk est jaloux. C'est juste qu'il sera jamais jaloux de ce personnage-là. Tout comme dans ce tome 4, il s'est passé des événements entre la fin du tome 3 et celui-là qui font que ces 3 personnages sont encore plus liés à quelque part. Donc il faut arrêter. Voilà, on l'avait vu venir depuis longtemps. Moi, j'ai adoré ce tome 4. J'ai adoré certaines choses qu'on découvre. Moi, j'ai adoré le twist à la fin. On part sur totalement autre chose là. Et c'est très important, du coup, entre le tome 3 et le tome 4, de lire la nouvelle saga de spin-off de Jennifer Larmentot, qui est Fire and Flesh, ou Flesh and Fire, dont le 2e tome sort d'ailleurs au mois de novembre de cette année. Parce que ce premier tome de Flesh and Fire se passe, je ne sais plus, 1000 ans, 10 000 ans avant, mais il concerne les dieux dont on parle dans la saga de From Blood and Ash, plus spécifiquement de Nyktos, et c'est très important vis-à-vis de ce qui se passe entre le tome 3, ce qu'on apprend dans le tome 3, et ce qu'on apprend dans le spin-off, et ce qu'on apprend et ce qui découle dans le tome 4. Le spin-off est vraiment lié avec le tome 4. Donc si vous ne lisez pas le spin-off, vous allez être perdu pour le tome 4. Vous allez vous dire, c'est qui celui-là? Il vient d'où? Pourquoi? Quelle prophétie? Puisqu'on a une prophétie dans le spin-off qui prend forme dans le tome 4, qui plus est. Donc c'est très important. Voilà, on découvre aussi des choses qu'on ne connaissait pas encore, qui concernent certains personnages aussi. Donc c'est très très important parce qu'à la fin du tome 4, on part clairement sur une intrigue différente. On n'est plus sur The War of Two Queens, ça on le règle et tout ça. On va partir avec la mythologie de l'univers. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous dis juste que c'est lié à la mythologie de l'univers en lui-même, les dieux et les déesses. Voilà. Donc très très important de lire le spin-off pour bien aller dans l'ordre. Moi j'ai passé un super bon moment, l'écriture reste hyper fluide, les chapitres sont vraiment pas trop longs, il faut quand même avoir un niveau d'anglais, mais il n'y a pas besoin non plus, c'est pas aussi élevé que Crescent City par exemple. Jennifer Larmentot,
Tremblement d'Ash, le tome 4, The War of Two Queens, le sang et la cendre en français. Et la dernière catégorie, c'était favori d'un booktuber. Et là, j'ai simplement repris en VO Prince Captif, le tome 2 de C.S. Pacat, pour qui j'ai mis 20 sur 20 aussi. Vous pouvez retrouver mon avis dans la vidéo du bilan Disney Book Challenge 2022. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'encore une fois, elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Bon, il y en a beaucoup en VO, c'est peut-être pas le cas. Mais du coup, si certains de ces livres vous font envie, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo. C'est ce qui permet de se faire connaître. On se retrouve très vite. Ciao, ciao!